Donc, la première question que je voudrais poser pour fixer un peu le cadre pour tous ceux qui ne sont pas tombés dans l'économie sociale et solidaire quand ils étaient petits, c'est d'abord de demander à Gérard Andrec et à Jean-Louis Bancel, en quelques minutes, de nous dire au fond à quoi ça sert et en quoi ça répond au fond aux défis auxquels notre économie, notre société est confrontée aujourd'hui et comment on peut voir ce que peut être demain l'ESS, mettons, en 2020. Merci. Alors là, c'est la gageure, hein, dire en quelques minutes un sujet qu'on n'arrive parfois pas nous à nous expliquer entre nous, c'est un peu bizarre. Donc, bon, l'économie sociale, en général, on peut la qualifier avec une définition première, c'est d'être au service des hommes, de tenir compte des hommes, au sens générique, hommes-femmes, dans l'activité, et principalement, c'est d'apporter une réponse de société pour pouvoir satisfaire les besoins les plus essentiels d'un certain nombre de personnes. Et de ce fait, nous sommes souvent des régulateurs en matière d'accès aux prestations, aux services, parce que nous essayons, avec notre organisation, de les mettre à la portée de tout un chacun. À la suite de cela, c'est le premier point, hein, des réponses principalement en matière de services, hein, mais je ne parle pas du monde coopératif, je laisserai ça à mon voisin. Alors ça peut être sur le sanitaire et social, ça peut être sur l'assurance, ça peut être sur la banque, hein. Il y a des tas de sujets de ce type, avec une variété de propositions qui vont en forme de structure juridique, de l'association, la coopérative, les mutuelles. Et comme si c'était pas assez compliqué, il y a les mutuelles santé, puis il y a les mutuelles d'assurance pour votre voiture ou autre, avec des codes qui sont différents. On a 3 codes, hein, qui nous régissent sur ces sujets-là. Donc une complexité qui fait que notre monde est peu compréhensible lorsqu'on l'approche. Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que nous essayons quand même de respecter plusieurs critères. Donc le premier critère, c'est la vocation sociale que nous avons, je viens de le dire, hein, c'est de mettre à disposition des prestations au maximum de personnes et des prestations de qualité. Le deuxième, c'est que nous sommes très attachés à notre mode de gouvernance. Alors pour schématiser, on dit toujours un homme, une voix. Mais dans nos sociétés, le client, l'adhérent, le sociétaire, le participant, on l'appelle comme on veut, a normalement voix au chapitre à la gouvernance. Et le troisième sujet concernant donc l'économie sociale dans sa généralité, c'est d'être un acteur de la société et souvent de compenser ce que ni l'État, ni le secteur que je qualifierais de capitaliste ou secteur de société de capitaux ne pourvoit. Ça rejoint le premier rôle, hein, de régulateur social, mais en tout cas, nous sommes là, malheureusement parfois, pour compenser les faiblesses de l'organisation de la société. C'est exemplaire, mais d'ailleurs ça nous crée un problème, parce que la vision principale qu'ont beaucoup de personnes, c'est que nous sommes une économie de réparation. Nous sommes une économie de soutien aux personnes qui sont désemparées, qui ont des sujets, et que jamais, au grand jamais, et ça a été un des premiers combats qu'on a dû mener, on a pu comprendre que dans l'économie sociale, il y avait des entreprises qui conjuguaient à la fois le fait d'être sur le marché, et d'être des majors sur le marché, et d'essayer de respecter les caractères éthiques que je viens d'évoquer. Est-ce que je peux passer la parole à Jean-Louis ou je peux continuer? Parce que vraiment, je peux discuter comme ça. Non, mais si l'heure nous laisse quelques minutes, je reviendrai vers vous avec des questions. Mais bon, je crois que c'est une très bonne introduction. Effectivement, tu as rappelé la grande diversité des statuts, mais en même temps, ce qu'on a tous en commun, c'est la non-lucrativité, puisque moi-même, je suis un ancien président d'une SCOP, donc ça me donne une certaine liberté d'en parler. La non-lucrativité, le fait qu'on a d'abord créé nos structures, non pas pour gagner de l'argent, mais pour satisfaire un besoin social qui était bien identifié et qu'on essaye de le faire d'une manière qui soit le plus incluante possible. Donc on n'essaye pas de faire des produits qui sont d'autant mieux qu'il y a uniquement une partie des gens qui l'ont, tandis que les autres bavent de l'envie de les avoir. Donc il n'y a pas beaucoup de sacs Vuitton, pour ne pas citer de marque, dans l'économie sociale et solidaire. Nous, on est plutôt dans les produits que si tout le monde les a, bah, c'est beaucoup mieux. C'est le cas dans l'assurance santé, c'est le cas dans l'assurance auto, et c'est le cas dans une finance qui se veut une finance au service de tous, qui me fait une habile transition pour donner la parole à Jean-Louis Bancel.
Oui, alors, peut-être pour redire d'une façon un peu différente de ce que vient de dire Gérard, au-delà de la description, ce que je rajouterais, c'est que, parce que comme je suis dans un monde universitaire, dans un environnement universitaire, je voudrais montrer aussi comment nous trouvons, nous, monde de l'économie sociale, nos racines avec ce monde, alors qui ont des racines encore plus anciennes, mais avec le siècle des Lumières. C'est-à-dire, c'est globalement comment nous sommes les artisans de la mise en œuvre d'un contrat social avec une ouverture sur le monde et dans sa diversité. C'est-à-dire que nous sommes des entreprises, et c'est pour ça que nous sommes ici, parce que nous sommes des entreprises de l'économique et du social. Nous conjuguons l'économique et le social. C'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert, c'est économie sociale. Et donc, où nous faisons en sorte que chacun d'entre nous, chaque individu, est à la fois maître de son propre destin, mais avec tous les autres. Tous les autres, à travers ce dispositif que rappelait Gérard Andrec, qui est ce mécanisme de l'engagement, de l'implication, une personne, une voix. Et donc, je pense que dans une époque où on a tous été marqués, bien sûr, par le décès de Stéphane Hessel et tout ce qu'il a pu porter, je rappelle toujours que le temps 2 de ce qu'a dit Stéphane Hessel, c'est « engagez-vous ». Et le « engagez-vous », les structures de l'économie sociale donnent à chacun d'entre nous l'occasion de pouvoir s'engager. C'est comme ça que nous, au Crédit Coopératif, on dit on est la banque utile à ceux qui font bouger leur monde. Et je rajoute toujours, si chacun fait bouger son monde, tous ensemble, on fera bouger le monde. Et donc ça m'amène sur le dernier volet. Ça a été évoqué ce matin par notre ministre de l'Enseignement supérieur. Bien sûr, c'est la place du modèle économique et social français dans le monde. C'est pas une vision de renfermement sur soi, c'est bien une vision d'une autre manière de voir le monde et de faire le monde. Et donc c'est un point sur lequel j'insiste. C'est pour ça qu'il y a une grande, me semble-t-il, nécessité de convergence d'intérêt et de vision entre le monde universitaire et le monde de l'économie sociale et solidaire. C'est parce que nous devons exporter, j'utilise ce mot, exporter le concept d'économie sociale et solidaire dans une vision française et européenne à l'intérieur du monde. J'ai eu la chance de passer là récemment 2 jours à Pune, la plus grande ville universitaire indienne. J'ai ensuite passé 2 jours à Moscou. Je peux vous dire que nous avons la capacité à exporter à travers la dimension économie sociale et solidaire des choses qui font la force, la vitalité du modèle économique et social français. Et donc, je viens sur cette question de la perspective et de la vision. C'est important, et je laisserai bien sûr la parole aux représentants des universités, que petit à petit, le monde universitaire ait découvert l'intérêt, la force de l'économie sociale et solidaire. Nous, au Crédit Coopératif, avec notre fondation d'entreprise, ça fait 30 ans qu'on milite à travers une association, l'ADES, pour faire connaître, comprendre la force de l'économie sociale. Et on n'est pas peu fiers. On a permis de faire apparaître, par exemple, le concept de compte satellite dans la comptabilité nationale sur les associations. Parce que si on réduit la comptabilité, fût-elle nationale, qui a une problématique de chiffre d'affaires ou je ne sais quoi, on manque quelque chose sur la richesse de notre pays. Et donc, c'est un point. Je voudrais insister, parce que là, on a surtout des jeunes qui sont en phase éducation, mais là, je m'adresse aux responsables d'université que vous représentez au titre de l'université sur le territoire de laquelle, d'ailleurs, le siège du Crédit Coopératif est installé. On a d'excellentes relations entre nos 2 institutions. C'est aussi le monde de la valorisation des acquis de l'expérience pour nos élus. Mais voilà, donc c'était pour montrer qu'il y a plein de choses à faire entre entreprise de l'économie sociale et monde universitaire. C'est vrai que la question que je vous posais, c'était quand même, face aux défis auxquels on est confronté aujourd'hui, est-ce que l'ESS a une réponse qui va au-delà de simplement de dire on est très bien, on est très vertueux et on est... Voilà. Je pense que
Il n'y a pas de réponse générale, mais il y a des exemples précis là-dedans. D'abord, je voudrais revenir sur un terme. Nous nous tutoyons parce que nous sommes de vieux complices depuis quelques années. Hein, voilà. Comment dirais-je, tu as employé l'expression classique de non-lucrativité. J'ai horreur de cette expression. Parce que la non-lucrativité, ça veut dire pour certains que nos entreprises ne doivent pas faire d'excédents ou autre, c'est perçu comme tel. C'est la non... Si c'est ça, tu fais bien de répondre. Attends, laisse-moi finir. Pardon. La non-lucrativité, c'est pour les dirigeants qu'il faut l'entendre. Mais par contre, il faut que nos entreprises soient comme les autres, quels sont les moyens de leur politique. Moi, je vais prendre très égoïstement le cas de l'entreprise que je préside. Nous avons 4 800 000 adhérents, un chiffre d'affaires de 6 milliards. Si nous voulons rester dans la position où nous sommes sur le marché, il est évident que nous devons faire des excédents pour nous améliorer, que ce soit sur l'informatique, sur la recherche produit, sur le marketing et tout ce qu'il y a. Ce qui est bien comprendre, c'est l'enrichissement personnel qu'il faut exclure. C'est bien ça. Le deuxième sujet sur l'économie sociale, et c'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup de choses, moi je pense que nous pouvons donc apporter des différences, il vient d'en apporter une. Moi, je sais que dans l'entreprise Massif, nous faisons quelque chose que je crois personne ne fait et qui est particulièrement important en période de crise actuelle, c'est que lorsque l'un de nos adhérents est au chômage, et considérant que pour rechercher du travail, il y a au moins un fondement, c'est d'avoir les moyens de se mouvoir, eh bien, nous prenons en charge ces contrats sur l'automobile. Dans notre entreprise, il y a des fonds de solidarité. Il y a des contrats de ce type. Donc, au-delà du strict métier, nous avons, et ça a été dit par Jean-Louis, mais je dis peut-être d'une autre façon, une valeur sociale importante, une valeur sociale. Et le troisième sujet, c'est que et c'est pour ça que c'est intéressant de parler à des jeunes gens et jeunes femmes dans les entreprises, c'est qu'entre 20 et 30 ans, c'est l'âge où on rêve d'une vocation, de rendre service, en tout cas pour certains, hein, parce qu'il y a de changer le monde, il y a des contraintes égoïstes. Et je pense qu'on peut le changer dans beaucoup d'endroits, mais en tout cas dans l'économie sociale, on peut le faire évoluer. Et je pense que c'est ça qui est important, et on se rend compte que ça arrive tous les jours. Alors maintenant, seconde question, justement, qu'attendez-vous au fond du monde universitaire? Parce que c'est vrai que à la fois l'ESS, elle a à la fois une attente de reconnaissance et donc le fait qu'il y ait des formations qui parlent d'économie sociale et solidaire, qu'il y ait une recherche qui se développe autour d'elle à travers l'ADES ou le réseau interuniversitaire de l'économie sociale et solidaire. Mais dans le même temps, là, l'un d'entre vous est assureur, l'autre est banquier. Je veux dire, il ne suffit pas pour gérer une banque, évaluer les risques, de savoir barder de l'économie sociale et solidaire. Il y a des vraies compétences à avoir. Dans le domaine de l'assurance, c'est pareil. Donc, comment vous articulez la nécessité d'avoir des gens qui maîtrisent, en fond, une certaine culture, qui est la culture commune que nous partageons, hein, et je promets que je ne dirai plus jamais de non-lucrativité, parce que en tant qu'organe de presse, je peux vous dire que avoir des excédents et pas être dans le rouge, c'est vraiment la ligne de base pour nous tous les jours. Donc, tu sais très bien que tu fraîches un convaincu. Mais bon, donc donc, parce que moi, par exemple, en tant que directeur d'un organe de presse, on recrute des journalistes et après, on les forme à l'esprit coopératif, etc. Donc, comment ça s'articule et quelle est la demande que vous adressez, au fond, au monde universitaire, en formation continue et également en formation initiale et en formation continue. Voilà. Bah, moi, je dirais la première chose que j'attends du monde de l'enseignement supérieur, je pense que c'est ça qui fait l'alma mater, c'est le refus du prêt-à-penser. Le refus du prêt-à-penser. C'est vraiment, je pense, ce qui pourrait nous guetter le pire dans la société française, c'est qu'il y ait d'autres qui pensent à notre place et qui nous disent ce qu'il faut faire. Et on voit bien ce que ça a fait comme dégâts, en tout cas dans le monde de la finance. C'est vrai que nous, ça fait longtemps qu'on est positionnés comme ceux qui accompagnent, ceux qui entreprennent autrement. Et je pense que l'université, dans son ouverture au monde des entreprises, doit refuser le prêt-à-penser. Donc elle doit favoriser la diversité. Parce que c'est ça l'université. C'est cette capacité à regarder les marges.
Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons encore cette force pour l'économie sociale d'être encore marginaux, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que je ne souhaite pas que, comme le tiers-État, on n'arrive pas à conquérir davantage de places, etc. Mais en revanche, si un jour on était en position dominante, il serait du devoir de l'université de venir soutenir ceux d'en face. Bon. Pour le moment, on est plutôt dans un autre front. Bon, donc t'inquiète pas pour l'instant, ceux d'en face. Je connais les facs d'économie, ils sont assez bien défendus. Voilà, mais il n'y a pas que de l'économie. Alors c'est le deuxième point sur lequel je voudrais militer, c'est que la force de l'économie sociale, c'est qu'on n'a pas besoin que de financiers. On a besoin de toutes les matières, de toutes les disciplines, et on est vraiment dans une vraie logique universitaire et pas faculté, hein, de pluridisciplinaire. Je pense que ce que peut apporter l'enseignement économie sociale dans une université, c'est la vraie dimension universitaire à travers le pluridisciplinaire. Et j'ajoute donc ce dernier point que j'esquissais, parce que c'est ça la force de nos entreprises d'économie sociale dans la structure dite démocratique, c'est, pour prendre le jargon de nos amis américains, constitutionnalistes américains, check and balance. C'est-à-dire que oui, c'est bien d'avoir des bons professionnels, on a besoin des meilleurs professionnels de la Terre, mais il faut qu'ils acceptent de comprendre qu'il y a des gens qui ont le droit de dire « je ne comprends rien à votre jargon, je ne comprends rien à votre charabia, et moi, ça me fait quoi dans mon quotidien ?» Donc, ouais, vous avez des superbes diplômes de je sais pas quoi d'actuaire pour les secteurs assurance, de moulinettes à faire des trucs géniaux sur les marchés financiers. Mais moi, je suis un simple usager, utilisateur, consommateur, ça me fait quoi? Et donc, c'est là où je pense qu'il est important d'intégrer aussi cette dimension formation continue, valorisation des acquis de l'expérience pour nos élus. Parce que, tout à l'heure, là encore, la ministre parlait de cette problématique de l'ascenseur social. C'est l'économie sociale et solidaire, c'est un excellent endroit, au-delà de la dimension professionnelle, métier, à travers la fonction de militant, à travers la fonction d'élu, de pouvoir trouver un espace de respiration. Et je le dis d'autant plus que j'ai eu cette chance, moi, de pouvoir faire des études, etc. Heureusement qu'encore, il y a des structures comme les nôtres où ce n'est pas uniquement en fonction de la longueur de la peau d'âne qu'on a qu'on peut progresser. Mais il faut se méfier de ne pas créer un trop gros écart entre nos élus, qui vont être bientôt considérés, si on n'y faisait pas garde, et c'est là où l'université peut nous être utile, comme, bon, allez, on va les arroser comme nos chrysanthèmes, là, pour qu'ils soient bien gentils, mais pour que l'université nous aide à les mettre à niveau et à challenger nos professionnels. Des bons élus, ça passe grâce aussi à la formation. Mais je sais qu'au GEMA, c'est des sujets auxquels on a travaillé dans le monde des entreprises coopératives, mutualistes, etc. Former, mettre à niveau nos élus, c'est un sujet sur lequel on a des attentes pour l'université. En tant que patron d'un administrateur de la Massif, je vois le temps qui passe à se former, donc je peux témoigner du fait que chez vous, de fait, il y a vraiment un vrai travail de formation des élus. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut quand même rappeler, pour les gens qui sont là, parce que pour nous ça va de soi, mais un peu les enjeux quantitatifs que ça représente, parce que quand on voit le nombre de personnes qui travaillent aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire, celles qui vont sans doute partir à la retraite dans les 10 ans à venir, et au fond, la très grande diversité des métiers, parce que c'est pas diminuer vos qualités à tous les deux que de dire que vous représentez un élément du panel qui est plutôt la partie financière, donc les assurances et les banques, mais une grande partie des emplois se déploient dans des activités qui sont très différentes, je veux dire. Gérard ? Alors très, très rapidement, bon, ce qui se passe, savoir ce que représente le secteur de l'économie sociale en termes d'emploi, c'est entre 10 et 12%, national, hein, c'est pas rien, c'est un salarié sur 10 et membre d'une structure ressortissante de l'économie sociale, et au niveau des élus, ils doivent être quand même plusieurs milliers. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Jean-Louis tout à l'heure sur le sujet. Moi, je voudrais dire comment je suis arrivé à l'obligation de travailler avec l'enseignement supérieur, alors que ce soit les universités ou
les grandes écoles et à ce sujet. Parce que la culture, voire le dogme dans les entreprises d'économie sociale, il y a quelques années, c'était la formation interne. Et la formation interne, elle a ses limites dès lors que les entreprises prennent la dimension, les entreprises d'économie sociale qu'elles ont pris, dès lors qu'elles se diversifient. Et il est bien évident que si la formation interne dure qu'une quinzaine à une vingtaine d'années, dans une carrière qui se déroule normalement, à un moment donné, vous avez épuisé toutes les ressources internes qui pouvaient sortir de l'ordinaire et sur des métiers, vous n'avez pas la réponse. Ça, c'était la première réflexion. Alors, moi, je suis sorti de la promotion interne et j'ai constaté très vite mes limites sur certains sujets. Donc, le seul moyen, effectivement, de s'en sortir, c'était soit d'aller chez les concurrents, soit effectivement d'imaginer qu'on pouvait recruter des gens qui sortaient d'universités ou de grandes écoles et qui avaient cette formation. Nous, c'est plutôt le parti que nous avons pris. Et donc, à partir de là, nous avons commencé à passer des partenariats. Nous, c'est l'ESSEC, il faut le dire, et puis un certain nombre d'universités. Il y a dans la salle un des collaborateurs de la Massif qui est en charge spécifiquement de ce sujet. Donc, ça existe, voilà. Et ça a été la réponse que l'on a privilégiée. Alors bien sûr, on peut prendre d'autres personnes qui viennent d'autres entreprises, mais c'était en plus, indépendamment de fournir une réponse à certains jeunes gens ou jeunes femmes qui avaient une motivation, c'était une nécessité vitale que de se rapprocher. Ensuite, pourquoi nous sommes allés à ce niveau-là? Parce que je pense, si on l'avait constaté avant, qu'il y avait, j'espère que c'est en train de changer, une grande défaillance de notre enseignement, de l'école de la République, qui jamais ne parlait d'économie sociale, ou très 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 peu. Et donc, parce que là, en allant vers les grandes écoles et universités, on va recruter dans l'économie sociale à très haut niveau. Ça ne viendra pas naturellement, et ceux qui sortent au niveau bac plus 2 ne connaissent pas l'économie sociale, et voilà. Donc on a fait un bout de chemin parce qu'il y avait une nécessité. Je pense que le sujet, ce sera peut-être de descendre un peu le niveau des formations, et en accord avec... Voilà. Alors, ça, c'est pour la partie pourquoi se rapprocher des universités et des grandes écoles. J'espère que j'ai été clair. Ensuite, il y a une obligation, effectivement, à former nos administrateurs. Alors, pourquoi? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, la gouvernance de nos mutuelles, de nos coopératives, elle est faite par les salariés, les utilisateurs pour les coopératives, et que là aussi, à un moment donné, même s'ils connaissent parfaitement leur métier, eh bien, ils n'ont pas les compétences nécessaires. Bon, je vous cite l'exemple de notre entreprise. Dans le conseil d'administration, il y a des gens qui sont issus des syndicats. Ce sont des militants très méritoires. S'ils sont là, c'est qu'ils ont manifesté engagement, dévouement et autres. Par contre, je pense, et c'est à ça que faisait allusion tout à l'heure Jean-Louis, quand on doit décider pour des entreprises de ce niveau, et même pour des entreprises de moindre niveau, de sujets comme l'analyse d'un bilan, la stratégie financière, des décisions et autres, il faut avoir de la formation. Et donc, un des objets que nous avons travaillé, c'est de donner cette formation à ces élus pour qu'ils puissent, comment dirais-je, être en capacité de remplir leurs responsabilités. Je pense que tu m'as sûrement entendu dire que certaines gouvernances étaient des vraies escroqueries morales. Il suffit qu'il y ait un savant dans la salle, en général le directeur général, qui connaît le métier par cœur, et qui peut, soit en conseil d'administration, soit en assemblée générale, imposer sa vision, puisque personne n'a le niveau pour contester ou pas. Donc c'est une obligation, une ardente obligation, que non seulement d'avoir des salariés du niveau adéquat, et donc parfois de très haut niveau, mais c'est aussi une ardente obligation que d'avoir des représentants des adhérents qui sont formés. Et là, je pense qu'on peut se retrouver avec l'université, parce que si la région parisienne est plus ou moins bien pourvue en la matière, en province, par contre, on n'a pas toujours les réponses pour cette population-là qui n'ose pas y aller. Autant un jeune étudiant peut se consacrer et avoir l'envie d'y aller, mais les élus, il y a un complexe, parce que souvent on va retrouver à 45, 50 ans avec des responsabilités, et revenir entre guillemets sur les bancs de l'école, c'est assez dramatique. Donc il faut trouver des solutions adéquates, et je pense que là aussi, je termine, une partie des réponses est dans l'enseignement supérieur et dans les universités.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Je me tourne maintenant vers Jean-François Balaudet. Un certain nombre de, non pas d'interpellations, mais de demandes qui vous ont été adressées. Alors comment vous voyez, vous, aujourd'hui, la réponse au-delà dans votre université, évidemment, et de ce que vous connaissez en général du monde universitaire? Eh bien, écoutez, je vais ancrer ma réponse dans effectivement l'expérience de l'université Paris-Ouest Nanterre et essayer d'élargir le propos, ou en tout cas en faire un exemple parmi d'autres de réaction aux demandes telles qu'elles s'expriment. Et pour commencer, peut-être c'est important car il y va d'une certaine conception de l'université aussi. Je voudrais peut-être mettre en relation cette thématique de l'économie sociale et solidaire avec une autre dont il sera question demain matin, qui est celle de la responsabilité sociale et sociétale des universités, dans laquelle je me suis impliqué et qui est en corrélation d'une certaine manière avec la réflexion et la prise en compte des enjeux de l'économie sociale et solidaire. En tout cas, pour ce qui me concerne, je vois deux raisons d'être très sensibilisé aux enjeux de l'économie sociale et solidaire. La première raison, c'est le fait que, bien sûr, ce secteur est en demande de formation initiale et formation continue. Donc, un certain nombre d'universités ont été pionnières. De plus en plus d'universités commencent à apporter des réponses à ces demandes, à construire des offres de formation. C'est le cas de Nanterre, je peux l'évoquer rapidement. Et pour ce qui concerne l'université, bien entendu, c'est l'opportunité de proposer à nos étudiants des formations professionnalisantes ou aux étudiants en formation continue d'acquérir des compléments de formation, des spécialisations. Bref, cela nous aide à réussir notre mission d'insertion professionnelle des étudiants ou notre mission de formation tout au long de la vie de manière plus générale. Ça, c'est la première raison, et elle est déjà importante. Elle suffit à justifier que nous prenions pleinement en considération la demande qui nous est adressée. Mais il y a une deuxième raison qui est encore plus englobante et plus forte, mais qui n'est pas exclusive de la première, au contraire. C'est une certaine conception donc, de l'université, de la vie de l'université, de la place même que les diverses facettes de l'économie sociale et solidaire peuvent avoir de s'inscrire dans la gestion, l'organisation et la vie quotidienne de l'université. Nous pouvons, je pense, défendre l'idée que nos missions de formation et de recherche s'articulent avec la prise en compte des enjeux de l'économie sociale et solidaire. Et je suis même persuadé, en tout cas c'est dans ce sens que personnellement j'essaie de travailler à l'Université Paris-Ouest, je suis même persuadé que cela peut pleinement s'inscrire dans une politique d'établissement. Alors ensuite, bien entendu, se posent des questions, mais qui sont assez cruciales à mon sens, qui consistent à savoir ce que nous devons mettre dans une politique d'établissement en premier lieu. À mon sens, nous devons être capables d'articuler des projets concernant nos formations et nos recherches, mais nous devons aussi être capables d'introduire dans cette politique d'établissement cette dimension de l'université comme acteur économique et social de son territoire. Et enfin, nous devons aussi pleinement assumer ce que trop peu d'universités encore font. Nous devons pleinement assumer cette capacité que nous avons à nous inscrire dans le dialogue sciences-société, qui met en jeu, par bien des aspects, le secteur associatif. Donc ça, ce sont les deux aspects qui peuvent motiver et qui doivent motiver la pleine insertion de l'université dans la réflexion sur l'économie sociale et solidaire. Alors, au plan des compétences, je pense que tous les présidents d'université, les acteurs de l'université sont attentifs à ce que vous avez dit, tous les deux, et qui recoupe certainement les réflexions d'un certain nombre d'entre nous. En tout cas, pour ma part, lorsque je pense aux réponses que nous pouvons apporter, nous avons évidemment des réponses qui tournent autour des disciplines économie et gestion, mais pas seulement, plus largement des disciplines SHS, donc qui sont particulièrement représentées chez moi, parce que
Évidemment, là, j'étais ravi de vous entendre évoquer le refus du prêt-à-penser. Je suis plus que jamais convaincu que nos disciplines, sciences humaines et sociales, de façon générique, développent un esprit d'analyse, un esprit critique, un esprit d'invention, hein, avec des capacités de construction de problématiques, d'argumentation, qui sont le lot, qui sont la caractéristique même de ces disciplines. Et par conséquent, dès lors que nous serons en mesure de proposer à nos étudiants des formations orientées ou sensibilisant au domaine de l'économie sociale et solidaire, au modèle coopératif ou mutualiste, alors nous aurons aussi, du point de vue de l'université, réussi à finalement définir pour nos étudiants, et en particulier les étudiants en sciences humaines et sociales, des voies de professionnalisation intéressantes. Actuellement, nous avons tout l'échantillon. Je peux même proposer, avancer quelque chose que nous n'avons pas encore, mais à quoi nous avons réfléchi, une licence pro, hein, une licence pro qui tourne autour de l'économie de la gestion, donc qui est une licence pro métier de la gestion des associations, proposée en alternance. Nous avons un master 2 pro qui est action publique, action sociale, et nous avons aussi un DU qui s'intitule Management des organisations de l'économie sociale, donc qui s'efforce de répondre précisément à des besoins de formation continue, mais ma foi, c'est dans l'État ce que nous avons mis en place et qui peut voir d'autres DU s'ajouter à eux, parce que là, pour le coup, il est essentiel de bien cibler, hein, de répondre à un besoin effectif. Puis il y a quelque chose que j'ajouterai, qui est assez intéressant, en tout cas riche de promesses à nos yeux. C'est dans le cadre de notre LMD3, la future habilitation des maquettes, et en particulier de la structure de licence que nous proposons à Paris-Ouest Nanterre. Nous allons avoir une part de la licence qui s'intitule Parcours personnalisé et qui permet effectivement à l'étudiant d'aller vers une personnalisation de son itinéraire de formation. Et transversalement, nous allons être en mesure de proposer ces parcours à tous les étudiants que nous accueillons. Il y en aura un qui s'articulera autour du développement durable et de l'entrepreneuriat social et solidaire, telle sorte que nous serons en mesure de proposer à tous nos étudiants de licence une formation tout au long de leurs années de licence, de sensibilisation et de formation aux thématiques du développement durable et au métier de l'entrepreneuriat social et solidaire. Alors ça, ce sont des choses qui sont vraiment de nature, je pense, à faire que l'université s'inscrive pleinement dans cette réflexion et participe au fond de l'esprit de l'économie sociale et solidaire. Donc le deuxième point, mais je ne le développe pas, je ne veux pas être trop long, c'est qu'effectivement une certaine idée de l'université, donc qui la pense comme acteur global, c'est-à-dire impliqué dans son territoire, prenant en charge ses missions aussi de formation à la citoyenneté, prenant en charge des questions lourdes de société, de modèles de société, de valeurs de la solidarité et ainsi de suite, eh bien une université qui se pense ainsi et qui construit son projet dans cette perspective, ne peut que, évidemment, adhérer pleinement au développement des formations et des actions en direction de l'économie sociale et solidaire. Donc ça passe aussi par la valorisation des initiatives étudiantes et des initiatives des personnels et des démarches même que l'université fait en tant qu'acteur économique pour passer par les réseaux associatifs et ainsi de suite. À la fois ce que vous faites et la façon dont vous le faites, qui est une façon de montrer votre engagement au service la recherche-action. Ça, c'est très important. J'insiste sur cette dimension très importante de l'économie sociale. Pour les universités, c'est un magnifique lieu de recherche-action et qu'il faut mieux utiliser. Merci donc Jean-François Ballaudet. Je pense que c'est vrai qu'on est un peu pressé par le temps dans l'organisation de cette conférence. On aurait sans doute beaucoup de questions à vous poser, mais je crois que toute la difficulté auquel on est confronté, c'est de fait d'arriver à sortir les formations ESS de la spécialisation gestion transversale, et de telle manière que dans toutes les formations de personnes qui ont vocation, du fait de leur spécialisation, à travailler sans doute en grande partie dans les entreprises de l'ESS, ils en aient un jour entendu parler.
Et moi, mon rêve, c'est qu'un jeune médecin en formation, il sache qu'il puisse exercer aussi dans une structure de spécialisation à but non lucratif. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente? Même chose pour une infirmière, même chose pour quelqu'un qui fait une formation sportive, qui peut ensuite travailler dans une association sportive, ou des gens qui sont éducateurs, qui vont travailler dans l'éducation populaire. Bon, donc l'ESS couvre une grande variété de réponses aux besoins sociaux, et il est souhaitable que dans les gens qui se forment à ces métiers, à la fois ils ont évidemment l'amour de leur métier, mais qui aient déjà une petite idée des structures dans lesquelles ils sont susceptibles de l'exercer, soit dans l'État, soit parfois dans les structures privées, mais aussi dans nos structures qui apportent souvent une certaine plus-value, certaines externalités, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc je vais inviter maintenant les personnes du deuxième temps de cette table ronde à venir nous rejoindre, sachant que je vous invite à rester avec nous donc d'une part Christophe Aveline, donc qui est chargé de développement à l'ANDES, de passer à une seconde phase qui est plutôt de donner des exemples concrets de rapprochement de milieux universitaires ou de la recherche et de l'économie sociale et solidaire. Et donc, dans un premier temps, j'aimerais donner la parole à Gilles Kerr pour juste quelques minutes, pour qu'il nous dise un peu comment le réseau interuniversitaire de l'économie sociale et solidaire travaille. Et, bon. Bonjour, donc moi je suis économiste à l'Université de Poitiers et je dirige un master qui est consacré à l'économie sociale et solidaire. Alors je suis là au titre du réseau interuniversitaire de l'économie sociale et solidaire. C'est un réseau qui regroupe une centaine d'enseignants-chercheurs de plus de 20 universités françaises et puis également de quelques universités étrangères. Alors des enseignants-chercheurs, comme on l'a dit tout à l'heure, l'une des caractéristiques pour étudier l'économie sociale et solidaire, c'est la nécessité de pluridisciplinarité. Donc ces enseignants-chercheurs, ils sont originaires d'une douzaine de disciplines différentes. Il n'y a pas que l'économie et la gestion, il y a aussi la sociologie, il y a l'histoire, et la philosophie, il y a la psychologie, et j'en oublie bien d'autres, la philosophie également. Alors ces universitaires, ces enseignants-chercheurs, je dirais, en quoi ils participent au rayonnement de l'ESS, puisque c'est le thème de la table ronde. Ils y participent tout d'abord, je dirais, à travers les conférences qu'ils peuvent faire, les conférences et les séminaires qu'ils peuvent faire vis-à-vis du grand public, d'une part, en fonction de chacun de leurs spécialités, mais également de séminaires qu'ils peuvent faire vis-à-vis de professionnels salariés, ou également des élus des grandes structures dont on a parlé tout à l'heure. Donc je dirais qu'il y a une sensibilisation à l'ESS qui est faite aussi bien auprès du grand public que des professionnels salariés et puis des élus. Le deuxième niveau du rayonnement, c'est au niveau des formations. On a des formations qui s'adressent aussi bien à des étudiants classiques en formation initiale qu'à des reprises d'études. On fait beaucoup de VAP et de VAE, de validation des acquis professionnels et de validation des acquis de l'expérience. Donc des formations qui peuvent être de tout niveau, qui vont du bac plus 2 au bac plus 5. Et puis le dernier niveau de participation à ce rayonnement, c'est au niveau de la recherche. Et en effet, comme ça a été souligné tout à l'heure, ça se fait beaucoup sous la forme de recherche-action. C'est-à-dire qu'on a des partenariats qui sont noués avec soit des grandes structures de l'ESS, du secteur des mutuelles, du secteur des banques, mais aussi avec des fédérations d'associations, ou ça peut être également avec des plus petites associations. Des recherches-actions qui sont menées avec, sur des durées qui sont plus ou moins longues, qui peuvent être de 3 mois, 6 mois, mais qui peuvent aller jusqu'à 2 ou 3 ans, qui peuvent intégrer plusieurs chercheurs, 3, 4, 5, 6 chercheurs, des doctorants, et qui se traduisent par des allers-retours entre les professionnels du secteur et les universitaires. Et tout à l'heure, j'ai bien aimé en effet le mot du refus du prêt-à-penser. Je crois qu'on est un petit peu là pour à la fois rappeler certaines bases qui parfois ont pu être un petit peu oubliées ou qui nécessitent peut-être d'être un petit peu modernisées. Et puis on est là aussi pour servir un petit peu de poil à gratter de temps en temps dans les séminaires ou dans les recherches qu'on peut mener. Voilà. Merci Gilles. Je pense qu'il y a cette double fonction, effectivement. On pourrait dire aussi qu'il y a aussi une fonction au sein même du monde académique. Parce que si tu as parlé de pluridisciplinarité au début, c'est bien que, bien souvent, le champ de l'économie sociale et solidaire, dans le contexte aujourd'hui, dans la façon dont les disciplines sont constituées, n'est pas facile à appréhender et qui présuppose justement cette approche un peu pluridisciplinaire. Il faut aussi que ce soit un peu des socio-économistes, des économistes qui ne soient pas dans le pur mainstream ou dans une hétérodoxie qui ne voit le monde qu'à travers de la logique du marché, de l'État. Et voilà.
Oui, non, j'étais dans l'esprit rayonnement de l'ESS vers l'extérieur, mais en effet, l'ESS peut servir à rayonner à l'intérieur de l'université, et c'est vrai que dans nos disciplines, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'en effet, on est un réseau pluridisciplinaire, or toute la carrière académique dans l'université est organisée de manière disciplinaire. Et donc, on va nous reprocher d'être socio-économistes. On va nous dire, choisissez votre camp. Pas moi. Oh, non, mais on va nous dire, soyez sociologue ou soyez un vrai économiste, mais soyez pas socio-économiste. Mais c'est ce qui fait précisément votre vertu. Voilà. Et je voulais précisément dire le mot parce que ça me paraissait important de le souligner. Et la deuxième difficulté, c'est que l'ESS est par nature plurisectorielle. On va trouver des banques, des assurances, des services de santé, du social, etc. Et donc, nous, on va avoir évidemment des centres d'intérêt, des domaines de recherche qui vont être centrés sur certains secteurs. On ne peut pas s'intéresser à la globalité de l'ESS, sauf de manière théorique. Et donc là aussi, on va avoir des difficultés à se situer par rapport au champ académique. On va nous dire, mais vous êtes dans la finance et l'assurance quand vous faites de l'ESS. On va dire, oui, on y est parfois, mais on n'est pas que là. Et donc, on a aussi des difficultés par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à se positionner dans le milieu académique. C'est bien fait d'être un journaliste incompétent, c'est qu'on a le droit d'écrire surtout. Bon. Alors, maintenant, je me tourne vers Bérénice Danden, qui est directrice d'une nouvelle structure qui s'appelle Noveta. Si vous pouvez bien lui tendre le micro. Voilà, merci. Est-ce que vous pouvez présenter cette structure qui vient de naître à Toulouse, si j'ai bien compris, juste en quelques minutes, parce que le temps nous presse. Alors, l'Institut Novetat est un institut de recherche-développement en économie sociale et solidaire et qui a la particularité d'être né de la volonté d'acteurs et d'entreprises sociales et solidaires. Et nous avons associé évidemment dans la gouvernance de cette structure autant des universitaires de Midi-Pyrénées que des étudiants. L'idée fondamentale, c'est que aujourd'hui, les entreprises de l'ESS n'émargent que très très peu à la recherche-développement et notamment au niveau doctoral. Très peu de contrats CIFRE, très peu de recherche appliquée au sein des structures. Donc comment faire On va dire pas suffisamment. Pas suffisamment, mais très peu. Et pas toutes. Et pas toutes. Parce qu'il y en a quand même ici qui sont parmi ceux qui justement le font. Donc voilà. Mais disons que ceux qui ne le font pas ne sont pas venus. Voilà, c'est un peu le problème. Voilà. Voilà, le postulat que nous avons, cela dit, c'est que l'économie sociale et solidaire, elle fait bien partie de l'économie et que de ce fait, elle doit pouvoir émarger à tous les outils de recherche-développement qui existent par ailleurs pour les entreprises conventionnelles et notamment pour assurer leur développement économique, parlons d'économie quand même, et leur développement tout court. Vous n'êtes pas censé ignorer que les entreprises conventionnelles, et surtout les plus grosses, émargent à des millions d'euros sur la question de la recherche. Donc l'idée est un peu venue de là, et puis aussi le constat qu'on recevait beaucoup d'étudiants qui passaient par nos structures et que finalement on n'offrait pas grand-chose de structuré. Donc comment structurer la recherche-action, comment faire entendre les besoins des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc Novetat a été créé en ce sens, avec l'idée de créer une culture commune aussi sur ce sujet. Et la première recherche que nous lançons, c'est un peu grâce au labo de l'ESS qui, je vous le rappelle, a lancé l'appel à projet des pôles territoriaux de coopération économique. Pôles territoriaux se voulant quelque part à l'égal, si ce n'est à l'égal, pas très loin, des pôles de compétitivité et des pôles d'excellence rurale, par exemple. Donc l'idée de rassembler des acteurs pour qu'ils développent des coopérations ensemble, dans leur territoire et aussi, pourquoi pas, avec des entreprises conventionnelles. Le seul hic qu'il y a à ça, c'est que la coopération, c'est pas inné. Alors ça, on le sait même dans les de compétitivité. Donc on a lancé une première recherche doctorale dans le cadre d'un contrat CIFRE qui est embauché par Novetat au service d'une quarantaine d'acteurs et d'entreprises qui sont investis sur le pôle territorial de coopération du Sicoval. Le Sicoval, c'est une communauté d'agglomération au sud-est toulousain. Voilà, une recherche qui va durer 3 ans et dont le but est d'analyser, de thématiser, d'approfondir la question de la coopération entre acteurs. Voilà. Donc pour nous, ça c'est intéressant. Et je voudrais juste finir en disant... Finissez.
Voilà, que évidemment Novetat s'est créé en regardant ce qui se passe en France. Est-ce qu'il y avait d'autres démarches comme ça qui venaient d'acteurs et d'entreprises? Il y en a une autre qui s'appelle l'Institut Jean-Baptiste Gaudin en Picardie, avec lequel nous avons un lien particulier de parrainage et de partenariat, et notamment sur le secteur toulousain, nous allons être en partenariat sur la question de l'innovation sociale. Et si vous allez sur leur site, vous verrez qu'ils ont travaillé aussi sur un outil de caractérisation des pratiques solidaires. Donc je pense, pour répondre à votre question, que oui, les universités ont un rôle à jouer, d'ailleurs de manière très interdisciplinaire, mais aussi les acteurs de l'ESS, et notamment sur les territoires, doivent s'organiser, et bien entendu avec les têtes de réseau. D'accord. Merci. Si vous pouvez passer le micro à votre voisin. Voilà, parce que maintenant je me tourne vers Mexan Genet, donc de la FAGE. Vous voyez ça comme vous pouvez gérer ça de manière coopérative. Hein. L'important, c'est que vous soyez solidaires au niveau du temps de parole général, et que donc je vous donne 5 minutes à tous les deux. Bonjour à tous. Moi, je fais partie du réseau Andes. En fait, c'est le réseau national des épiceries solidaires. C'est une tête de réseau de l'aide alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, je vais très rapidement vous expliquer nos missions. Donc, on a l'objectif d'animer les épiceries solidaires, 250 en France, de lutter contre le gaspillage alimentaire, mettre en place des actions d'approvisionnement. Et il se trouve en fait que la Fédération autonome générale étudiante, la FAGE, est venue nous rencontrer il y a 3 ans parce qu'ils avaient un projet Agorae, qui nous ont exposé, et on a travaillé ensemble en fait pour construire la première pierre à l'édifice de ce beau projet que Mexan vous expliquera en détail. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ce projet nous a vraiment séduit, tout simplement parce qu'en dehors du prisme de l'aide alimentaire, qui fait vraiment partie, on va dire, du sel de l'épicerie solidaire, les Agorae sont aussi des lieux de vie qui permettent aux étudiants d'avoir une approche de mixité, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts à tous les étudiants, mais également qui permettent des actions autour de la sensibilisation, l'information, des actions collectives. Et c'est vrai que c'était très intéressant de travailler avec la FAGE. Donc la FAGE, toutes les épiceries Agorae sont adhérentes à notre réseau. L'objectif, c'est concrètement d'utiliser le levier de l'aide alimentaire dans le cadre de la précarité étudiante. Je dirais la précarité alimentaire et la précarité étudiante est un fait qui est constaté, pour pouvoir travailler sur d'autres dimensions, et c'est vraiment ça qui nous a intéressés. Je vais laisser la parole à Mexan qui va... Donc il nous en parle plus en détail, comme tu l'as dit. Merci. Alors avant tout, peut-être se poser la question en quoi les associations étudiantes sont membres, partie prenante de l'économie sociale et solidaire, d'une part par leur statut d'association, mais d'autre part par leurs actions, leurs activités. En mettant en place des projets en matière de solidarité, de prévention, en faveur de l'égalité des chances, les associations étudiantes s'inscrivent comme des acteurs de l'innovation sociale. Ça, c'est un point qui est très important, c'est qu'elles développent des actions sur les campus à très forte utilité sociale, qui les distinguent d'un certain nombre d'autres acteurs qu'on pourrait voir sur les campus. Nous agissons ici lorsqu'il y a des réponses, lorsqu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits par les pouvoirs publics, en agissant comme des acteurs capables d'innover, de mettre en place des réponses qui vont pouvoir combler ces besoins en termes d'accès aux droits, en termes d'accompagnement de projets, en termes d'aide à la vie quotidienne. Ce sont des missions qu'on va retrouver dans les Agorae. Et cette démarche-là n'est pas sans... peut évoquer également la démarche qui a été conduite il y a plus d'1 siècle par les associations étudiantes, qui était celle de créer tout simplement les premiers services étudiants à travers des restaurants universitaires, qui sont devenus par la suite un réseau des œuvres réunis aujourd'hui par les Crous et les CNUS. Alors venons-en. Et c'est vrai que la meilleure destinée possible pour l'économie sociale, parfois, c'est d'être récupérée et généralisée par les pouvoirs publics. C'est parce qu'il y avait des sociétés de secours mutuels que maintenant on a la sécurité sociale. Bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose qui s'inscrit dans une démarche citoyenne, militante, mais qui répond à un réel besoin social qui est ressenti aujourd'hui par les associations étudiantes qui sont sur le campus, directement au plus près des étudiants précaires.
justement ces étudiants précaires, tu en parlais, ils sont de plus en plus nombreux sur les campus. C'est également un constat d'un ascenseur social dont on parlait tout à l'heure, qui s'est grippé, où aujourd'hui on a même un déclassement entre certaines générations de jeunes vis-à-vis de leurs parents, où on a une précarisation grandissante de la population étudiante, avec un salariat qui est contraint et qui conduit les étudiants à décrocher, malheureusement, à décrocher non pas un diplôme, mais décrocher de l'université, arrêter leurs études et se retrouver dans des situations qui sont parfois très compliquées. Notre projet est né de ce constat-là, de cette situation, et donc s'inscrit tout à fait dans la question. Le rayonnement des universités ou du milieu universitaire vis-à-vis de l'ESS, c'est quelque chose qui prend vraiment du sens avec ce type de projet-là concret, où on retrouve d'une part une aide alimentaire aux étudiants qui est accordée sur critères sociaux, mais beaucoup plus que ça, dans les Agorae, on retrouve un lieu de vie, un lieu de rencontre où on crée du lien social entre étudiants, où on a une mixité sociale entre étudiants précaires en situation difficile, mais d'autres étudiants qui viennent aussi pour trouver une aide juridique, un accompagnement dans leur projet, dans leur engagement citoyen. Donc c'est une réponse globale qu'on va pouvoir apporter. Ce projet-là, il a pu se faire avec des partenaires de l'économie sociale et solidaire, des partenaires tels que l'Andes, la Fondation Massif, ou si on prend le cas du nord de la France, à Lille, la Fondation Crédit Coopératif également, qui sont soutiens, qui sont vraiment partie prenante, dans le sens où on a partagé les compétences pour établir ce projet. Enfin, important de le signaler, c'est l'ascenseur social est en panne, mais le renvoi d'ascenseur fonctionne bien. Tout à fait, c'est quelque chose qui est important, mais également avec les services publics, dans le sens où c'est un projet qui ne va pas remplacer le Crous, ni les services mis en place par les universités. On s'inscrit dans une logique de complémentarité avec ces acteurs-là, qui sont parfois un petit peu, peut-être, qui manquent d'une certaine expertise dans certains points. En tout cas, on vient s'inscrire en complémentarité avec eux, en coopération, pour pouvoir répondre de façon plus fine aux besoins des étudiants. Voilà un petit peu le rôle des associations étudiantes dans cette démarche citoyenne. Et plus largement, peut-être si on peut ressortir un petit peu du sujet Agorae sur les associations étudiantes et le milieu universitaire comme développement, comme catalyseur d'engagement citoyen, puisque aujourd'hui, à travers les associations étudiantes, on a finalement peut-être la prochaine génération d'acteurs qui seront demain dans la gouvernance des structures de l'ESS, des personnes qui vont poursuivre un engagement, qui vont pouvoir le valoriser. On parlait de valorisation de l'expérience associative. Ce sont des points qui nous préoccupent, nous à la FAGE, de pouvoir faire en sorte que l'engagement qu'on a aujourd'hui, celui d'avoir un monde qui soit peut-être plus solidaire, puisse se poursuivre une fois qu'on aura été diplômé. Vous avez tout à fait raison. L'engagement étudiant, il faut avoir ses diplômes, mais l'engagement dans le monde étudiant est aussi souvent la clé qui permet ensuite de prolonger dans la vie active d'autres formes d'engagement. Je me tourne maintenant vers Olivier Bonnette. Donc vous êtes président du CJDES, Centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale, enfin, et acteurs de l'économie sociale, puisqu'il y a même des vieux, on leur demande de payer juste un peu plus cher, qui peuvent y participer. Bon. Et donc, qu'est-ce que fait le CJDES dans ce domaine ? Merci Philippe pour la bonne présentation. Je vais faire très rapidement parce que si le ministre arrive, il me restera très peu de temps. Donc je vais aller directement. Non, mais tes 5 pleines minutes, le ministre n'est pas encore là. Donc, et quand il sera là, comme c'est un ministre de gauche, il va faire attention de ne pas vouloir s'imposer tout de suite. Et il va écouter un peu. Donc il y aura 3 minutes, mais en même temps, comme il veut visiter le salon et qu'il a un engagement après, on lui donnera quand même la parole rapidement. Le CJDES est une association qui permet à des acteurs de l'économie sociale d'avoir un lieu de rencontre. C'est avant tout, c'est une association de réseau, une sorte de club. Donc vous imaginez le nombre d'associations qui existent en France, le nombre de coopératives, le nombre de mutuelles. L'objectif, c'est d'avoir un lieu transversal où les acteurs vont pouvoir se rencontrer, échanger, faire du réseau, développer des nouvelles idées, des nouveaux outils. Donc on a des temps de rencontre réguliers, on fait émerger un certain nombre de problématiques. Et aujourd'hui, une de nos problématiques majeures que l'on est en train de développer part d'un constat relativement simple, c'est qu'en 2012, on a identifié qu'il y avait 72 diplômes d'économie sociale en France. Sur ces 72 diplômes, on l'a bien mentionné précédemment, on en a 50%
dans ces 72 diplômes, vous avez 50% de gens qui sont en formation continue. Donc plutôt des professionnels qui ont très bien vu la nécessité d'avoir la montée en compétences, soit pour s'adapter à leur poste, soit parce que la montée en compétences est rendue nécessaire, soit par les autorités de contrôle ou les autorités qui les accompagnent. Et on a 50% d'étudiants. Dans ces 50% d'étudiants en formation initiale, notre réflexion première est de se dire que ces étudiants qui rencontrent la formation d'économie sociale se retrouvent quelque part sans réseau. Ils sont dans une formation qui va effectivement les faire monter en connaissances, en compétences sur l'économie sociale. Je ne sais pas si le micro marche bien. Non. Allez-y, mais parlez plus près. Ah. Voilà. Carrément, ok. Ces étudiants n'ont aucun réseau. Et notre objectif est de faire une connexion entre le monde universitaire, le monde des entreprises et les étudiants. On part d'un constat assez simple, c'est que l'on voit un certain nombre d'innovations qui sont aujourd'hui portées par les organisations d'économie sociale, qui sont identifiées par les chambres régionales d'économie sociale. Ça, c'est réalisé. Des observateurs sont réalisés, des pratiques innovantes sont identifiées. Notre objectif aujourd'hui est de mettre en connexion les chambres régionales d'économie sociale, des universités, des étudiants et des entreprises. Donc on prend les pratiques innovantes qui ont été identifiées, on fait travailler des étudiants dessus, ils rencontrent les entreprises, donc ils sont déjà dans une démarche proactive de projet, d'identification, de compréhension du projet. Une fois qu'ils l'ont bien maîtrisé, ils sont amenés à faire une présentation dans leur université. Et une fois que ce stade-là est réalisé, on va leur demander de se mettre dans une dynamique un peu, pas de compétition, mais au moins de sorte de challenge avec les autres universités qui sont en lice pour retenir les meilleures pratiques innovantes qui ont été identifiées par les étudiants dans l'économie sociale, toujours. Et ces meilleures pratiques seront mises en valeur lors de notre université d'été qui aura lieu le 7 juin prochain, avec 2 de nos partenaires importants qui sont ici, qui sont le Crédit Coopératif et la Massif, puisque ça se passera à la Massif. Tout ça pour vous dire que notre objectif était de faire vraiment de la connexion, d'amener les étudiants à aller vers les entreprises, de faire une connexion avec les chambres régionales d'économie sociale et d'amener les étudiants à changer de posture et de passer d'une posture d'enseignement à une posture proactive de construction, d'identification du projet et de porter ce projet-là. On est sur une phase test aujourd'hui qui concerne la région parisienne, la région PACA, la région centre, et on est à mi-chemin avec la région Pays de Loire, puisqu'on travaille avec une université. Alors, un petit clin d'œil à ce qui a été réalisé précédemment comme exposé. Je suis un doctorant CIFRE, donc c'est-à-dire que j'ai fait ma thèse dans une mutuelle. Cette mutuelle m'a permis d'avoir un doctorat. Ce doctorat m'a permis d'avoir une carrière dans l'économie sociale depuis une douzaine d'années, et me permet aussi aujourd'hui d'être professeur vacataire dans une université. Donc aujourd'hui, ces profils-là, enfin, ce type d'opportunité-là peut aussi développer des profils qui permettent à un moment donné de créer du lien entre université et entreprise. Et si vous voulez, le projet que l'on est en train de développer n'est pas tout à fait anodin aussi par rapport à mon parcours, parce que je suis persuadé qu'on doit créer de plus en plus de passerelles entre l'université et le monde des entreprises. Merci. Donc, pour l'instant, grâce à votre discipline, on va pouvoir, et au fait que le ministre est un peu en retard, on va pouvoir débattre un peu entre nous. Moi, ce que j'étais tenté, c'est de repasser la parole à Jean-François Ballaudet, parce que je l'ai obligé à être extrêmement concis dans son exposé. Et je pense que vous avez sans doute quelques réflexions à faire après avoir écouté tout le monde sur ce qui peut être fait, qu'est-ce qui se passe dans le domaine justement de la recherche, des liens avec les entreprises en général et en particulier dans notre secteur. Bon, je ne serai pour le coup pas original. Tout ce qui a été évoqué et parfois détaillé, bon, c'est autant de pistes que nous avons pu entrevoir, lancer ou dont nous savons qu'un certain nombre d'universités les promeuvent. La recherche-action, oui, bien sûr. C'est un des champs privilégiés d'exercice de la recherche-action. Concernant les initiatives de solidarité, je les avais évoquées très furtivement à propos de Nanterre.
je peux y revenir un peu plus en détail, c'est juste un complément, et ça n'est pas pour jouer la concurrence entre syndicats et étudiants, mais nous avons, nous, une démarche d'accompagnement d'un projet analogue aux Agorae, mais qui est proposé par Solidarité étudiante et l'UNEF, qui, je pense, est dans le même esprit que celui que vous décrivez, qui m'apparaît comme vraiment une excellente manière de faire vivre notre maison de l'étudiant, qui est le dernier bâtiment surgit sur le campus de Nanterre, qui n'est pas du tout une alternative au Crous, mais qui est vraiment une sorte d'offre complémentaire et qui a un sens profond, étant donné les principes, les bases sur lesquelles cette coopérative étudiante va fonctionner. Et par ailleurs, toutes les initiatives qui permettent de mettre en œuvre des marchés solidaires sont favorisées. C'est, je crois, ce que dans un certain nombre d'universités nous observons. Et bien entendu, ça va dans le sens de la mise en œuvre d'un projet global d'économie sociale et solidaire dans lequel l'université est acteur. Mais aux 3 niveaux, comme je le disais, ça me paraît important, des initiatives étudiantes, des initiatives de personnel et des initiatives que l'université elle-même, en tant qu'acteur économique, peut prendre. Merci pour ce mot de conclusion. Benoît Hamon, le ministre de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, qui vient de nous rejoindre, donc est invité à conclure maintenant cette conférence. Voilà, le timing était d'une organisation absolue. Et je vous invite à parler à partir de la tribune.